Dernier volet consacré au cinéma de Chabrol, bien qu'on puisse analyser chacun de ses films, même les plus mauvais à partir de la grille de lecture, que j'applique sur le cinéma, entreprise d'aliénation mentale selon Guy Debord, instrument de crétinisation des masses selon Salvador Dali, à chacun de choisir son camp, mais objet d'études passionnantes pour le cinéphile conventionnel que j'ai été durant des années jusqu'au jour où ce cinéphile aliéné s'est rendu compte que nombre de réalisateurs, les meilleurs comme les pires, avaient astucieusement codé certains de leurs films à destination de ceux qui savent lire entre les lignes, pour ne pas dire entre les colonnes. Sans complètement abonder dans le sens de Guy Debord ou de Salvador Dali, j'affirme pour ma part que le cinéma est une industrie de propagande maçonnique utile à valoriser un monde où la religion maçonnique capitaliste a entièrement subverti les valeurs chrétiennes, que pour une très large majorité les réalisateurs de cinéma sont francs-maçons, qu'ils ne sont entrés en loge que par opportunisme, très peu par conviction, et que les références maçonniques contenues dans leurs films sont autant de signaux adressés entre frères qu'une manière d'alerter le spectateur curieux sur une réalité qui nous échappe. Chabrol, cinéaste vers lequel je reviens sans cesse, alors que je ne revois jamais ni les films de Truffaut, ni ceux de Godard, autre chef de file de la nouvelle vague, est de ce point de vue un des plus passionnants à analyser. Inspecteur Lavardin, film qui nous intéresse aujourd'hui, est un film où la franc-maçonnerie est quasiment nommée, en tout cas désignée comme une organisation mafieuse intouchable qui, dans le film en question, protège un maître chanteur qui prostitue des mineurs à des notables, en plus de couvrir un trafic de stupéfiants. Il y a aussi fait référence à l'homosexualité supposée de Georges Pompidou, à la possible transsexualité de sa femme, à travers un personnage d'homosexuel qui a pour violon d'ingre de peindre des yeux, et ainsi prolonger un propos, l'homosexualité de Pompidou, largement développé dans Les Noces rouges en 1973. On va voir comment, car Chabrol a très souvent fait référence dans ses films à des personnages de la vie réelle, par exemple le personnage de Jacques Boudet, évocation de Pasqua dans L'ivresse du pouvoir, Benoît Magimel, psychopathe qui torture des enfants, inspiré par le fils Ladré de la Charrière, condamné pour des faits similaires. Le film était d'ailleurs antérieur à l'affaire en question. Philippe Noiret, inspiré par Pascal Sevran. Guy Lux, Jacques Martin et Patrick Sabatier dans Masque. Ce personnage de partouzeur dans La fille coupée en deux, qui ressemble quand même beaucoup à Jean-Luc Hess, le patron de Radio France, l'infâme journaliste écrivain breton joué par Antoine Decaune dans Au cœur du mensonge, inspiré par Poivre d'Arvor, Pied-Plu dans Les Noces rouges, double de Pompidou, et bien d'autres que je vous laisse deviner. Inspecteur Lavardin succède donc à Poulet au vinaigre, premier volet du diptyque où Chabrol nous plongeait dans son habituel microcosme provincial, où un jeune facteur qui vivait seul avec sa mère infirme, transposition ici de Psychose, se voyait littéralement harcelé par une communauté dont tout nous indiquait que son impunité relevait de la fraternité maçonnique, laquelle, on peut l'interpréter dans ce sens en tout cas, va jusqu'à posséder les services publics, l'immatriculation de la voiture du facteur étant marquée d'un double 33. Dans Inspecteur Lavardin, il est question de faire la lumière, si on peut employer ce mot-là, sur la mort d'un notable catholique prénommé Raoul, qui venait, dans la commune dont il était maire, de faire interdire une représentation théâtrale jugée blasphématoire, laquelle s'intitule Notre Père, P-A-I-R-E, qui êtes aux cieux. La paire en question n'est pas seulement un détournement licencieux du Notre Père traditionnel, elle se réfère à un thème cher au cinéma de Chabrol, et d'ailleurs à plusieurs cinéastes d'obédience hitchcockienne, à savoir la gémellité. Gémellité qui se confirme par les deux enfants qui découvrent le corps du notable, qui a donc été assassiné, le fameux Raoul, qui a fait interdire la pièce, enfants qui sont en train de jouer déguisés en Zorro, personnage maçonnique s'il en est, cavalier masqué
qui rend la justice, qui évolue entre l'ombre et la lumière, figure héroïque en tout cas, utile à imprégner les jeunes esprits de l'idéal maçonnique. Lavardin, qui est donc appelé sur place pour résoudre une affaire sur laquelle la gendarmerie piétine, genre de situation qui n'existe qu'au cinéma et dans la littérature policière, va s'immerger dans une micro-communauté bourgeoise dont le principal décor est, comme toujours chez Chabrol, une maison bourgeoise abritée des regards. À peine arrive-t-il dans cette propriété qu'il découvre la veuve du notable assassiné, donc Raoul, comme si elle était momifiée sous une véranda et dont la position des mains pointées vers le bas est une attitude méditative, mais qu'on a déjà repérée dans d'autres films. Donc j'ai pas forcément les images sous les yeux. Lino Ventura a cette gestuelle dans Les Barbouzes, par exemple, ou encore ici Jean-Pierre Cassel dans Le Farceur, un film de Philippe de Broca. Alors je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, sans doute un geste maçonnique de prière inversée, ou quelque chose comme ça. On a ici affaire à une veuve. Les frères Trois Points sont appelés les enfants de la veuve, et surtout, au-delà de son attitude figée comme si elle était en état d'hypnose, en fait elle écoute de la musique mais on ne sait pas laquelle, on remarque qu'elle est habillée de blanc alors qu'elle est veuve. La robe blanche est probablement une référence à celle qu'on revêt dans les rites maçonniques. C'est peut-être aussi pour nous indiquer sa virginité, mariage non consommé d'avec le défunt Raoul, qui préférait les fillettes. On remarque aussi que l'employé de maison porte la tenue réglementaire adoptée lorsqu'on est au service des grandes familles bourgeoises, tenue noire et blanche, laquelle, dans un contexte tel que celui-ci, au-delà de l'expression de dualité noir et blanc chère aux frères Trois Points, est un signe d'obéissance. Lorsque Lavardin se rapproche de la veuve, qui se prénomme Hélène, jouée par Bernadette Lafont, il se rend compte qu'il l'a aimée autrefois. Elle le reçoit comme une religieuse au couvent, ou comme une adepte d'une quelconque secte, et dans le dialogue, les mots ont un double sens. Lavardin lui dit « Tu aurais pu te manifester, 20 ans de silence ». Le silence est celui qu'on observe lorsqu'on rentre au couvent ou lorsqu'on rentre en loge. On remarque que sa robe blanche est surmontée d'un col noir, autre signe d'appartenance à un maître, en l'occurrence son défunt mari, ou plus largement à une communauté. Puis entre en scène la fille d'Hélène, protagoniste essentielle du film. Elle a 13 ans, pas bavarde, soumise au silence, on le saura plus tard, mais on nous suggère qu'elle a en réalité moins de 13 ans. Sur le lieu du crime où Lavardin recherche des indices, 2 journalistes interviennent pour lui demander de confirmer que le caractère mystique du défunt, qui en effet est un notable catholique en plus d'être écrivain, prêt à rentrer à l'Académie française, donc si ce caractère mystique était en réalité une couverture. On verra plus tard que oui, puisque derrière son mysticisme se cachait un pédophile. On assiste ensuite à une scène de repas, dont Chabrol est sans doute le meilleur spécialiste au monde, par définition statique du fait que les personnages assis à table ne bougent pas. Chabrol les a toujours réalisés comme des scènes d'action. L'enquête que va mener Lavardin, il va en quelque sorte la mener sur sa propre famille, Hélène ayant été autrefois sa femme ou sa compagne, c'est pas précisé, et Claude, joué par Jean-Claude Brialy, frère d'Hélène, était donc son beau-frère. Le choix du prénom Claude pour le personnage d'homosexuel que joue Brialy n'est pas innocent. C'est une très probable référence à Claude Pompidou et par ricochet à Mitterrand. Je vais expliquer mon point de vue un peu plus loin. Cette fraternité de laquelle Lavardin ne fait donc plus partie, mais à laquelle il a appartenu sans aucun doute, il est désormais libre d'enquêter sur elle autant que de révéler ce qu'il va découvrir. Dans les doubles sens du dialogue, on relève ceci. Claude, Brialy, dit à Hélène, Bernadette Lafont, « Ma chère sœur, le veuvage te va à merveille. Tu as jamais été aussi jeune ni aussi belle. » Sœur dans le sens maçonnique du terme, ça va de soi. Il dit ensuite à Lavardin, en levant son verre, « Au veuf ». Puis il demande, « Tu n'as pas été veuf ces dernières années ?» Lavardin lui répond, « Non, j'ai pas eu l'occasion. » On comprend qu'il lève son verre aux enfants de la veuve et lui demande s'il l'a été lui aussi. C'est ici qu'on apprend que Claude est homosexuel. Brialy a toujours refusé de jouer des homosexuels du fait qu'il le soit dans la vie. Il le fait ici par amitié pour Chabrol d'une part, mais surtout parce qu'il était désormais possible d'aborder le sujet au cinéma de manière adulte et décomplexée.
l'homosexualité n'ayant été dépénalisée qu'en 1982. Par conséquent, Brialy peut incarner un homosexuel qui vit librement sa sexualité depuis la mort de sa femme, ce qu'il va confirmer plus tard dans le film, en même temps qu'il va se référer à Pompidou. En revanche, l'homosexualité de Claude Pieplu en 1973 dans Les Noces Rouges était sous-entendue. Et on va voir ça plus loin. Quant à la fille d'Hélène, donc la nièce de Claude, jouée par Brialy, bien qu'elle ait déjà 13 ans, elle a la voix d'une fillette. On a choisi une comédienne de 17 ou 18 ans, dont on a descendu l'âge à 13 ans, tout en nous laissant entendre qu'elle en a 11 ou 12. On apprend aussi au cours de cette scène de repas que Claude, Brialy, peint des yeux. Et dans la scène suivante, on voit Véronique maquiller les siens, comme le ferait une femme qui veut séduire. Puis un plan large nous permet de voir son cartable d'écolière et des peluches. Nous avons donc bel et bien affaire à une fillette, pas à une presque adolescente de 13 ans, une fillette habillée d'une robe écarlate qui achève de la sexualiser. Et elle sort de la maison en pleine nuit pour aller danser dans la discothèque tenue par le maître chanteur qui prostitue des enfants et qui les consomme aussi. Autrement dit, Véronique est dans l'obscurité, celle dont il est question lorsqu'on parle des profanes, et la seule lumière qu'elles reçoivent est la lumière artificielle de la discothèque. Et on enchaîne avec le gros plan d'un œil grossi à la loupe, celui de Lavardin, en train de regarder les yeux miniatures fabriqués par Claude. Claude est à ce moment-là allongé sur son lit, et on remarque des masques derrière lui. Ils n'ont pas la taille d'un visage adulte, alors peut-être servent-ils à masquer un visage d'enfant. S'agit-il de masquer le visage de Véronique, sa nièce? Sans aucun doute, car en effet, en montrant sa collection d'yeux à Lavardin, il lui indique qu'il a fabriqué les yeux de Véronique, lesquels sont dissimulés derrière un masque. Masque qui nous renvoie au masque de Zorro porté par les enfants, qui découvrait le corps de Raoul. Mais Claude aura aussi expliqué à Lavardin qu'il a peint les yeux de Dali, ceux de Ray Charles et ceux de Pompidou. 3 exemples de célébrités dont on nous explique ici, par la représentation de leurs yeux, ni plus ni moins qu'elles étaient initiées. On comprend alors que Claude est suffisamment informé sur un certain nombre de personnes pour être susceptible de les faire chanter. Personnes initiées qui d'ailleurs n'appartiennent pas toutes à l'élite, puisqu'il dit qu'il a peint aussi les yeux de la boulangère de Paimpol, c'est-à-dire une anonyme, autant que ceux du défunt Raoul, mais les yeux de ce dernier, il les a retirés de son présentoir depuis qu'il est mort. Face à cette collection, Lavardin lui dit qu'il a l'impression d'être surveillé, ce qui nous renvoie à une certaine réalité où, en effet, le nombre d'initiés dans l'espace public fait de nous, comme le dit cet ancien franc-maçon dans un de ses ouvrages, des individus constamment sous surveillance. On est devant un film visionnaire, c'est le cas de le dire, du fait qu'en 1986, ce genre de séquence ne trouvait qu'un intérêt purement formel, en l'occurrence formaliste, auprès d'un grand nombre de spectateurs. Mais qu'à la lumière des connaissances livrées au public depuis, elle prend évidemment un tout autre sens. Un petit détail supplémentaire, près des yeux de Véronique, Claude a aussi représenté des yeux rouges, à pupille verticale, les yeux de Satan, peut-être. Dans les 2 films, Poulet au vinaigre et Inspecteur Lavardin, Lavardin mange des œufs au plat. Des œufs au plat que Chabrol filme en gros plan comme il a filmé les yeux. L'œuf au plat ou à l'omelette est un mets dont il est souvent question dans ces films. Il a une grande importance dans les rituels d'initiation lorsque les frères forment une chaîne d'union, en observant la forme d'un cercle ovale, lequel représente un œuf. L'initiation étant en effet une naissance à la vie spirituelle, et le fait ici que Lavardin, au lieu de manger une omelette, mange des œufs au plat, nous renvoie à la gémellité, autrement dit à la paire qui introduit l'action du film, qui se répète avec les 2 enfants qui se battent en duel, 2 aspects de la même personnalité qui se combattent. Les œufs au plat que Lavardin mange au petit déjeuner servent probablement à nous indiquer que sa personnalité est dédoublée. C'est un personnage d'humeur égale, charmeur et drôle, mais dont la brutalité surprend lorsqu'il se met tout à coup à malmener un témoin. On voit ça autant dans Poulet au vinaigre que dans Inspecteur Lavardin. Et quand il prend son petit déjeuner en compagnie de Véronique, on voit celle-ci habillée d'une robe noire à col blanc,
à l'inverse de la robe de sa mère, blanche, à col noir. Et de nouveau, la marque de la poudre de chocolat est une publicité dramatisée pour insister sur son très jeune âge. On va ensuite assister à la répétition du spectacle blasphématoire que le défunt Raoul a voulu faire interdire. On y retrouve le motif de la gémellité figuré par des tournesols qui ressemblent à des œufs au plat, des fleurs qui suivent la course du soleil en quête de vérité, la chemise à damier du metteur en scène, la présence d'Adam et Ève qui à l'origine était un seul être androgyne. L'androgynie est un thème récurrent dans le cinéma de Chabrol. On va le voir avec la présence de Stéphane Audran, prénom androgyne, femme du personnage qui évoque Pompidou dans Les Noces rouges. L'homme grenouille sur un arbre et Adam qui fait le poirier ont sans doute un sens bien précis, peut-être la traduction de la formule « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Le tout se vaut, le bien a besoin du mal, des phrases toutes faites, passées dans le langage commun qui proviennent directement des loges. Puis le metteur en scène, la répétition terminée, demande à ses comédiens de sortir côté jardin. Le jardin, c'est la renaissance par laquelle les initiés entament une nouvelle vie. On est typiquement dans la représentation grotesque du théâtre contemporain subventionné des années de Jack Lang. Et on voit avec quelle arrogance le metteur en scène et le régisseur réagissent à la présence de Lavardin, dont l'enquête déborde sur leur travail, arrogant parce qu'ils se savent intouchables. Le gendarme qui accompagne Lavardin regarde ce spectacle d'un œil complètement ahuri. Lui, homme de terrain, enraciné dans son terroir, sous les yeux de qui se déroule un spectacle païen et assurément malsain. Lavardin, en interrogeant le régisseur, examine ses yeux pour constater qu'il est camé. La drogue en question est bien entendu idéologique. Il est contaminé par la culture de l'œil, si on peut voir les choses sous cet angle-là. Puis entre en scène un maître chanteur, patron d'une discothèque, bronzé, suffisant et légèrement abruti. Ce personnage filme des notables à leur insu dans leurs ébats avec de très jeunes filles. Le Jeffrey Epstein local en quelque sorte qui vit derrière des volets clos. Et la discothèque dont ce maître chanteur débauché est le propriétaire s'appelle le Tamaris. Arbre lié à l'ancienne Égypte et au rite de Memphis-Misraïm, cher aux francs-maçons. Si vous voulez en connaître le sens, je vous mets un lien sous la vidéo. Lorsque Lavardin se présente chez lui, ce personnage est au lit avec deux très jeunes filles et il n'a pas l'air du tout inquiet que la police vienne l'interroger. Il se trouve que le défunt Raoul, faux catholique pédophile, fréquentait le Tamaris tenu par ce personnage. Et de nouveau, les dialogues sont extrêmement suggestifs. À Lavardin qui lui dit qu'il a un bel appartement, Max, puisque c'est comme ça qu'il se nomme, répond « Je ne vous ferai pas visiter, j'ai des enfants qui dorment ». En effet, les filles avec qui il était au lit sont encore dans sa chambre au moment où Lavardin arrive chez lui. Il s'agit bien de deux enfants qui, pour la caméra, sont interprétés par des jeunes comédiennes adultes. Max est aussi un homme intouchable parce qu'il est franc-maçon, comme va le suggérer plus tard Lavardin. Lavardin qu'il met d'ailleurs en garde en lui précisant qu'il a le bras long et qu'il vaut mieux que son enquête s'arrête là. Quand Lavardin revient dans le bureau de celui qui a jadis été son beau-frère, celui-ci est en train de peindre ses fameux yeux. En photo derrière lui, on reconnaît ceux d'Ornelia Muti, laquelle vient se rajouter à ceux de Dali, de Ray Charles et de Pompidou. Le spectateur n'y prête évidemment aucune attention, mais Chabrol avait peut-être un message à adresser à la comédienne italienne à ce moment-là. Après un échange avec Claude dans son laboratoire oculaire, il retrouve Hélène, en état d'hypnose, comme lors de sa première apparition dans le film. Elle est en train de contempler la mer sous un manteau dont le motif à damier est identique à celui du metteur en scène de la pièce. Tout le monde appartient donc à la même communauté, celle où chacun dissimule une personnalité cachée. Je ne sais pas pourquoi Chabrol est à ce point lié à la Bretagne et à la Suisse, où il a tourné plusieurs de ses films. Ici, l'action se déroule en Bretagne, mais il est dit qu'Hélène, après avoir quitté Lavardin dont elle était l'amante, ou l'épouse autrefois, est partie vers la Suisse. Dans cette séquence où Lavardin retrouve Hélène sur la plage, il y est question d'un bateau à bord duquel a disparu le père de Véronique. Le bateau porte le prénom de sa fille, donc Véronique, souligné par les initiales SM, comme société maritime sans doute, mais est-ce qu'on veut faire référence au sadomasochisme ? Lavardin, lorsqu'il visite l'intérieur du bateau, il découvre en effet la photo d'une fillette
torse nu, sans qu'on sache vraiment s'il s'agit de Véronique quand elle était plus jeune ou de quelqu'un d'autre. Les navigateurs et les frères Trois Points entretiennent, entre autres points communs, des instruments similaires, dont les principaux sont le compas ou la règle parallèle, équivalent de l'équerre, la carte maritime, à rapprocher des plans des architectes, le phare également, dont la lumière guide les marins perdus dans la nuit, et pour nous montrer que Max, le patron libidineux de la boîte de nuit, est franc-maçon, on a placé chez lui des instruments de navigation maritime. C'est plus subtil que d'y mettre un delta lumineux. Donc le personnage dont il est question dans cette scène, père de Véronique, a disparu en mer. L'endroit où on ne sait pas ce qui se cache en dessous. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. La mer c'est dégueulasse, les poissons, animaux à un seul œil, y baissent dedans. Enfin bref, revenons à nos maçons. Dans une autre scène, quand Claude annonce qu'il va faire un petit tour en voiture avec sa nièce Véronique, à sa mère qui lui demande de ne pas la ramener trop tard, il répond « T'inquiète pas la mère poule, j'aurai l'œil, et quand je dis l'œil, je sais de quoi je parle ». Et nous, on est certain que le spectateur de 1986 ne sait absolument pas de quoi il parle. Alors oui, un petit détail concernant le surnom que donne Lavardin aux gendarmes qui l'accompagnent. Il le surnomme Watson. On est en 1986 et l'appartenance de Conan Doyle à la franc-maçonnerie n'a été, paraît-il, découverte qu'au début des années 2010. Lavardin lui dit aussi « Je vais chercher mon imperméable ». Autrement dit, le vêtement qui protège de la pluie dont le symbole a été expliqué dans d'autres vidéos. Pour l'anecdote, le personnage aurait été proposé à Lino Ventura, qu'il a paraît-il refusé parce qu'il en avait marre de jouer des types en imperméable. On ne sait pas dans quel sens il entendait. Mais il venait de jouer un flic en imperméable dans Garde à vue, film où il était question d'un phare dans la nuit, du viol d'une fillette, et tout le film se passait sous une pluie permanente. Cependant, l'accent qui est mis sur ce motif vestimentaire, au point de le citer dans le dialogue, indique que Lavardin se protège de l'eau qui fait si peur aux frères Trois Points. Tout comme Colombo d'ailleurs, qui dans un épisode, je ne sais plus lequel, je vous laisse le soin de chercher, révèle les origines maçonniques de sa famille et qui enquête sur les milieux maçons qu'il connaît très bien. Lavardin arrive à faire parler Max au sujet des raisons qui ont poussé le défunt Raoul à fréquenter son établissement louche nommé le Tamaris. Max lui avoue que Raoul venait consommer des jeunes filles dans un appartement que lui, Max, possède à cet effet. Et quand Lavardin pénètre dans l'appartement en question, il est ébloui par la lumière. Pas celle de Dieu, évidemment, mais celle qui éblouit quand on retire le bandeau. Et les fronces du tissu qui recouvre le plafond nous font penser à un trou de balle, au centre duquel on trouve la caméra, l'œil, qui observe les notables pendant leurs ébats avec des mineurs. Ne dit-on pas que l'œil de Satan se trouve dans son anus ? On va laisser de côté certains détails de l'histoire pour aller au moment où Lavardin découvre que le père de Véronique n'a pas disparu en mer, mais qu'il est toujours vivant, et que la femme de Claude, Brialy, censée avoir disparu avec lui, n'est donc pas morte non plus. Furieux que Claude, qui a quand même été son beau-frère, lui ait menti, Lavardin saccage sa collection Dieu, mais garde en main ceux qui représentent Pompidou, en lui disant « Je t'écoute, veuve joyeux ». Et tandis qu'il ramasse ses yeux que Lavardin de colère a flanqués par terre, tout en avouant la vérité à Lavardin, Claude reprend les yeux de Pompidou en disant « Tu voudrais que je sois un veuf triste ? Pourquoi cette référence à Pompidou, dont on rappelle que la veuve s'appelait Claude, comme le personnage joué ici par Brialy ? Nous devons faire un bond de 13 ans à l'arrière, vers les Noces Rouges, où Chabrol s'emparait d'un fait divers, survenu dans un milieu populaire. Fait divers qu'il transposait dans un milieu bourgeois. Film pompidolien par excellence, autant parce qu'il photographie avec précision la France pompidolienne de l'époque, que par le portrait qu'il fait en creux de Pompidou lui-même. Il s'agit d'une histoire d'adultère entre la femme d'un député maire et l'adjoint de ce dernier, couple d'amants qui va éliminer le mari qui a découvert leur liaison. Le député maire est joué par Claude Pieplu, qui, comme Pompidou, fume cigarette sur cigarette, mais avec une gestuelle dont on ne peut pas dire qu'elle soit très virile. Comme Pompidou, il aime la chasse, sa déesse noire ressemble à la voiture présidentielle, et durant un conseil municipal, la caméra
met au premier plan le portrait de Pompidou affiché en mairie, pendant qu'on débat de l'ordre du jour. Sa femme le trompe parce qu'il est impuissant. L'impuissance est sous-entendue parce que nous sommes en 1973, où l'homosexualité est toujours un délit. La première de La Cage aux Folles a lieu la même année, jouée au théâtre par Jean Poiret, qui joue ici Lavardin. Drôle de coïncidence, mais non en fait, ça n'est pas une. Au cinéma, sur le sujet, on préfère botter en touche. Pour suggérer l'homosexualité d'un personnage, on a recours à l'impuissance. Par ailleurs, l'épouse insatisfaite du député-maire pompidolien est jouée par Stéphane Audran, vedette féminine de tous les films de Chabrol dans ces années-là, dont le prénom est opportunément androgyne dans la mesure où on suppose que Chabrol cherche à suggérer ce qu'il suggère. L'androgynie et la transsexualité sont des thèmes qui jalonnent, répétons-le, toute l'œuvre de Chabrol. Alors pourquoi revenir 13 ans plus tard dans Inspecteur Lavardin sur les mêmes suggestions à travers le personnage de Brialy, dont on a vu qu'il savait tout sur tout le monde, et qui est en fait une transposition de Chabrol lui-même, joué par un acteur qui dans la vie devait aussi tout savoir sur tout le monde. Eh bien peut-être pour dire à la Mitterrandi que sachant tout sur Pompidou alors qu'il était encore au pouvoir, il savait aussi tout sur Mitterrand, qui en 1986 était dans le dernier tiers de son premier mandat. Poursuivons et terminons avec ce film énigmatique, rempli d'yeux et d'instruments maritimes, où le motif de l'œil indique bien un monde entièrement sous surveillance, précisément parce que chacun est susceptible d'appartenir à la secte de ceux qui ont l'œil. Par exemple, ici, quand Lavardin découvre la carte de visite d'un détective privé sur laquelle est imprimé un œil. Vient le moment où Lavardin découvre, grâce aux enregistrements de la caméra dissimulés dans l'anus, qui est l'assassin de Raoul. Il s'agit de sa belle-fille, Véronique, avec qui il a voulu coucher en échange de son silence du fait qu'il ait découvert que son père était toujours en vie, mais comme elle a refusé, il a tenté de la violer. Et c'est donc son oncle, Claude, le veuf, qui va enlever le corps pour le déposer où les enfants jouant à Zorro l'ont découvert. Mais comme Lavardin ne peut ni faire accuser Véronique qui a tué en état de légitime défense, ni Claude qui l'a aidé à maquiller le crime, il va se servir du régisseur de la troupe de théâtre pour faire accuser le patron du Tamaris, Max, seul moyen pour le faire tomber, sinon il n'aurait pas pu le faire parce que, dit-il, il est protégé jusqu'aux yeux. Entre autres détails intéressants à noter, quand la jeune Véronique poignarde Raoul, le faux catholique qui essaye de la violer, en agitant sa langue comme un lézard, elle lui transperce l'abdomen, à la manière de Longinus qui perforait celui du Christ en croix. Raoul, vieille crapule qui souille le Christ, républicain puisqu'il est maire et député, est de la même famille que Michel Piccoli dans Les Noces Rouges, élu de gauche, qui souillait la noblesse en couchant avec sa maîtresse dans ses appartements. La franc-maçonnerie dans ce film, comme dans tous ceux où il en est question, est associée à toutes les turpitudes exposées par ceux qui ont dû lui faire allégeance, c'est-à-dire les réalisateurs de cinéma, pour réussir dans leur métier. Chabrol y faisait référence dès ses premiers films et déjà il faisait cohabiter ces symboles avec ceux du diable, dans Les Bonnes Femmes en 1960, par exemple, où la plaque minéralogique d'une moto pilotée par un assassin se retrouvait, mais à l'envers, dans la boutique où travaillait sa victime. Prochainement, on se retrouvera avec Mike Leigh, avec Louis Jouvet, avec John Huston et plein d'autres sujets.